à toutes et à tous, bienvenue et merci de votre présence ce matin avec nous. Je suis Davia Wadia, rédactrice en chef de l'Étudiant et j'ai le plaisir d'animer cette restitution du baromètre L'Étudiant BVA de confiance dans l'avenir des 15-20 ans. Motivation, stress, épanouissement, dans quel état d'esprit les jeunes de 15 à 20 ans se trouvent-ils en cette rentrée 2022 ? Comment leur morale a évolué entre crise sanitaire, guerre en Ukraine et maintenant crise de l'énergie et de l'inflation ? Comment les jeunes se sentent-ils plus globalement par rapport à l'avenir ? Ont-ils confiance dans l'avenir de leurs études, leur insertion ? Quelles sont leurs attentes vis-à-vis des entreprises ? Ce sont autant de questions auxquelles nous répondrons avec nos invités en analysant les résultats du 5e baromètre de confiance dans l'avenir des jeunes de l'Étudiant et réalisé par BVA Opinion. Vous pourrez nous poser toutes vos questions via le chat, nous y répondrons à l'issue de la conférence. Avec nous ce matin pour nous présenter les grands résultats du sondage, Blandine Tardieu. Bonjour Blandine. Bonjour. Vous êtes directrice de clientèle chez BVA et réalisez ce baromètre avec nous depuis sa première édition en septembre 2020. Et nous avons aussi, pour analyser les résultats, Étienne Glès. Bonjour Étienne. Bonjour Davia, bonjour Blandine. Tu es notamment chef des rubriques métiers, emploi et alternance à l'Étudiant. Merci à vous deux d'être là ce matin. Pour commencer, petit point méthodologique. Blandine, pouvez-vous nous donner quelques éléments de la méthodologie et nous dire qui sont les plus de 1500 jeunes de 15 à 20 ans que nous avons sondés cette année ? Tout à fait. Donc tout d'abord, ce petit point méthodologique, nous avons interrogé 1528 jeunes, très précisément. Donc ce sont des jeunes qui ont un niveau entre la seconde et Bac+2. Ce sont des jeunes qui résident en France métropolitaine, dans les régions d'outre-mer et à l'international, et des jeunes qui ont été interrogés début octobre et par mail. Voilà pour ce qui est de la méthodologie. Merci beaucoup. Dans cette première partie de cette restitution, on va surtout parler de l'état d'esprit et de la confiance en l'avenir des jeunes. Ce qu'on constate dans le baromètre, c'est plutôt une stabilité de l'état d'esprit des jeunes par rapport à l'an dernier, avec quelques nuances, bien évidemment, qu'on va expliquer ce matin. Blandine, pour commencer, le premier constat qu'on a pu faire, c'est de voir qu'il y a une forme de paradoxe avec des jeunes qui sont autant motivés que l'an dernier, plus épanouis aussi, dans une certaine mesure, mais qui se sentent beaucoup plus stressés. Dans le détail, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les grandes tendances du baromètre ? Effectivement, on observe du coup plusieurs tendances par rapport à l'état d'esprit des jeunes dans leur scolarité. Tout d'abord, comme vous le disiez, ils restent motivés. Pour les 2 tiers d'entre eux, ils sont motivés et le taux est stable par rapport à l'an dernier. En parallèle, on voit qu'ils se disent effectivement plus épanouis que l'an dernier. On progresse de 3 points par rapport à l'an dernier, mais on est à 48%. Donc il faut bien avoir en tête que ça reste inférieur à la moyenne pour ce qui est de l'épanouissement. Et enfin, tendance très importante, ils se disent de plus en plus stressés. C'est-à-dire que par rapport à il y a 2 ans, il y a une montée progressive. Et cette année, ils sont 67% à se dire stressés, soit 6 points de plus qu'il y a 2 ans. Et dans le détail, ce qu'on peut voir, ce qui est assez logique, c'est que les terminales générales sont plus stressées que la moyenne des jeunes. Merci. Quand on voit ces résultats, Étienne, on voit que le niveau de stress augmente fortement depuis 2020. Donc, comment est-ce qu'on peut l'analyser ? Est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent expliquer cette hausse du stress de nos jeunes de 15 à 20 ans ? Ah oui, je pense, d'abord, comment pas être stressé quand on a entre 15 et 20 ans en 2022 ? Alors, il y a le bon stress et le mauvais stress. Peut-être qu'en terminale, c'est lié au choix d'études, parce que les choix qu'on va faire en terminale vont déterminer, surtout en France, où on a la religion du diplôme, vont déterminer notre trajectoire de vie professionnelle, de vie sociale. Donc, c'est très engageant. Ils ont conscience des enjeux. Donc, c'était le stress, conscience des enjeux. Et puis ensuite, comment pas être stressé parce que la crise a quand même laissé des traces et on cumule les crises, c'est-à-dire Santé publique France a mis en place, depuis la crise sanitaire, un renforcement du suivi de la santé mentale des enfants et des adolescents. Et ce qu'on constate en 2022, c'est que le passage aux urgences ou chez les appels à SOS médecins, par exemple, des jeunes sont toujours au même niveau pour ce qui est des idées suicidaires, des gestes suicidaires. Le seul truc qui a un petit peu baissé et qui est revenu au niveau antérieur à la crise sanitaire, donc avant 2020, c'est les troubles de l'humeur, où là,
on est revenu, on va dire, comme avant. Mais sinon, je veux dire, la santé physique et la santé mentale, surtout des enfants et des adolescents, elle est moins bonne qu'il y a encore 2 ou 3 ans. Donc ça c'est stressant. Et en plus, on cumule de nouvelles crises. Donc, ils ont souffert pendant la crise sanitaire, on le sait, du manque de relations sociales. Ils ont connu beaucoup de difficultés. Et là, ils enchaînent avec les crises. Et les crises, c'est pas une crise qui chasse l'autre, les crises s'accumulent. Donc on n'oublie pas. Ça a laissé des traces profondes qu'on ressent peut-être moins aujourd'hui au quotidien, hein, la crise du Covid. Mais là, on se farcit des nouvelles crises, peut-être des choses qui en font peur, qui nous font moins peur. Moi, ma génération, peut-être la crise énergétique et l'inflation, j'ai connu ça. Mais c'est très nouveau pour quelqu'un qui a moins de 20 ans, la crise énergétique, l'inflation. Donc forcément, ça fait davantage peur. Bon, moi j'ai connu la stagflation, donc j'ai déjà vécu ça une fois. Voilà, mais voilà, peut-être pour des jeunes, il y a ça. Voilà, mais je pense quand même qu'il y a quand même le bon stress, parce qu'il n'y a pas que le mauvais stress. Hein. Il y a aussi le stress lié au choix d'études qu'on va faire, au choix d'orientation, et on le voit, nous on le mesure très bien sur le salon d'étudiants, quand on voit la tension qu'il peut y avoir une fois que Parcoursup est ouvert et que le compte à rebours a commencé. Voilà, donc je pense qu'il y a ça aussi pour ceux qui sont en première terminale, on va dire. Merci beaucoup. Blandine, on va continuer sur cet état d'esprit et cette confiance. Sur la confiance en l'avenir, le baromètre montre que les jeunes sont toujours aussi optimistes. Et si on observe plus en détail, la confiance dans leur réussite personnelle, finalement, semble assez acquise. Quel constat chiffré est-ce qu'on peut en tirer ? Alors, tout à fait. Concernant le niveau d'optimisme en général par rapport à leur avenir, ils sont 67% à se dire optimistes. Et donc là, le taux est strictement identique à l'an dernier et donc relativement élevé, puisque ça concerne les 2 tiers. Et dans le détail, on voit qu'ils sont à la fois optimistes par rapport à leur réussite scolaire, 69% sont optimistes par rapport à ça, et aussi dans leur réussite pour leur vie personnelle, où là, on est à 63%. Là où on a un taux d'optimisme qui est un petit peu plus faible, même s'il reste pas mauvais, c'est par rapport à l'intégration dans le monde professionnel, où là, ils sont 58% à se dire optimistes. Mais pour autant, et c'est là où le baromètre est intéressant, on voit, et tu en as un petit peu parlé, Étienne, les différentes crises sanitaires, la guerre en Ukraine, l'inflation, la crise énergétique, semblent avoir un impact important sur leur morale. C'est ce qu'on constate dans le baromètre. Comment est-ce qu'on peut expliquer finalement le décalage entre un optimisme général pour soi-même finalement et cette espèce d'anxiété liée finalement aux crises conjoncturelles ? Alors là, il faudrait faire de la psychologie. Non, je pense qu'il y a quand même l'optimisme, c'est justement, plus la situation est difficile, plus c'est grave et plus il faut garder peut-être confiance parce que sinon, tous les jeunes ne vont pas ouvrir le gaz. Hein, voilà. Donc je pense que c'est plus les enjeux, ils ont conscience des enjeux, mais ils savent aussi qu'ils peuvent peut-être avoir un pouvoir aussi et qu'ils peuvent faire des choses. Voilà, ils sont optimistes. D'abord, ils ont un avantage considérable, c'est qu'ils sont jeunes et ils ont l'avenir devant eux. Voilà, donc ça donne quand même une confiance importante. Ça s'achète pas, la jeunesse et l'avenir. Hein. Et eux, ils l'ont. Je pense qu'ils sont peut-être plus inquiets pour les autres, pour leur entourage, si on leur pose la question. Peut-être, je crois qu'on avait ça l'année dernière, quand on faisait ce baromètre, ils étaient inquiets pour leurs proches. On se rappelle des grands-parents, par exemple. Il y avait beaucoup de personnes âgées qui mouraient du Covid. Ils sont peut-être inquiets pour leurs parents, pour leur entourage, pour la société, pour la planète, mais ils sont optimistes peut-être pour eux-mêmes parce qu'ils savent ou ils sentent, c'est peut-être plus du ressenti que de l'ordre du cœur, plus que du cerveau, qu'ils ont les ressources, notamment la capacité d'adaptation pour s'adapter aux situations. Je trouve que et l'optimisme, c'est souvent dans les périodes difficiles. Donc il faut faire preuve d'optimisme dans ces périodes difficiles. Donc je trouve qu'ils sont pleins de ressources et ils savent qu'être heureux, c'est pas forcément le confort et que voilà, je n'ai pas plus d'explications que ça. Voilà. Sinon, on peut dire aussi que c'est une génération paradoxale, mais comme toutes les générations. Ensuite, il faudrait distinguer les jeunesses, parce que vous avez des jeunesses précaires pour qui c'est très difficile, les jeunesses qui ne sont pas soutenues, par exemple, par l'entraide des parents ou générationnels, et qui doivent travailler à côté de leurs études, pour qui c'est peut-être plus compliqué, ou ceux qui n'accèdent même pas aux études supérieures, ce qui est quand même encore beaucoup de jeunes aussi. Voilà. Qui sont peut-être moins optimistes. Voilà, il faudrait distinguer. Il n'y a pas une jeunesse, il y a les jeunesses aussi. Merci pour ce point d'analyse. Dans le sondage, on a une autre question qui s'intéresse
à ce qui rend les jeunes confiants dans l'avenir, dans le cadre de leur formation. Sur cette question, on note une baisse des 3 fondamentaux. La question les apports qui sont les solides socles de connaissances et de compétences que peuvent apporter une formation, le développement des qualités personnelles et une bonne connaissance et découverte du milieu professionnel. Ces 3 apports de la formation restent en tête dans le baromètre, mais ils perdent chacun entre 4 et 6 points par rapport à l'an dernier. Donc est-ce qu'il y a une forme de décrochage? Comment est-ce qu'on peut analyser cette perte finalement du bénéfice des formations? Effectivement. Alors, comme vous le disiez, ces 3 apports restent vraiment en tête du classement, si on les compare à d'autres apports, mais effectivement, ils perdent du terrain par rapport à l'an dernier. En fait, on a le sentiment que globalement, les jeunes émettent plus de doutes par rapport à leur formation, par rapport aux apports de leur formation, plus de doutes que l'an dernier. C'est comme si, en fait, leur formation, alors ça peut être un socle, mais ça ne suffit pas à leur donner confiance en l'avenir finalement. C'est plus suffisant. Et donc, effectivement, ça fait totalement écho à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à leur fort niveau de stress. Voilà, ils ont quand même moins confiance globalement en leur formation. Et Étienne, est-ce que les jeunes lycéens et étudiants comptent peut-être un peu moins sur leur diplôme pour évoluer ou pour réussir finalement? Est-ce qu'ils comptent plus sur eux-mêmes? Sur eux-mêmes, et il y a, mais j'ai peur de spoiler une slide qu'on va expliquer après, je pense, et ça c'est assez, ça marque peut-être une rupture, ils comptent aussi sur le monde du travail, sur les entreprises, pour leur permettre de continuer à apprendre. C'est comme s'ils avaient intériorisé l'idée que l'obsolescence, ça touche pas que les produits, ça touche aussi les compétences et les connaissances qu'on va voir en formation initiale, qu'en fait il va falloir apprendre tout au long de sa vie, le long life learning dont on parle beaucoup dans les milieux autorisés académiques. Il y a vraiment cette idée que peut-être la formation ne suffira pas, et que c'est aussi dans le monde du travail, et ça pourra d'ailleurs être un critère de choix d'entreprise, mais j'ai peur de spoiler. Après, c'est-à-dire que je vais privilégier une entreprise ou un employeur qui va m'aider à continuer à apprendre. Alors je ne sais pas s'il faut y voir aussi la marque du développement assez extraordinaire qu'on a vu depuis 2-3 ans en France de l'apprentissage aussi, où on attend beaucoup des entreprises. Les entreprises sont... Alors, il n'y a pas que l'école. On marche sur 2 jambes. J'ai besoin de l'école, effectivement, pour un socle académique. Et ça reste quand même le plus important. Mais je sais que ça ne suffira pas et qu'il faudra que l'entreprise me permette de continuer d'évoluer parce que sinon, ils sont très zappeurs et ils ont raison. Ils iront choisir un employeur qui ne les enfermera pas juste dans des tâches, un salaire, mais s'ils n'ont pas de perspective de continuer à apprendre, pour eux, c'est peut-être ça, je ne sais, c'est une explication, une piste que je donne. Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être l'idée qu'on entend souvent que les métiers de demain n'existent pas aujourd'hui et que les métiers dans 5 ans n'existent pas aujourd'hui et que peut-être du coup le diplôme en tant que confiance en l'avenir peut peut-être mettre en péril oui, je pense que le diplôme, c'est le prérequis. Je pense que ça, les jeunes ont quand même conscience que sans diplôme, ça va être beaucoup plus galère, hein, ils le savent. Mais le diplôme ne suffit pas, je trouve. C'est presque très adulte. Voilà, c'est vrai qu'en France, on a la religion du diplôme. Dans d'autres pays, on a plus la religion du métier. Ensuite, je pense que c'est un peu un cliché. Les métiers, 2 tiers des métiers de demain n'existent pas. On a les rapports de la DARES. On sait pertinemment que en 2030, quels seront les métiers. Voilà, les métiers évoluent. Ils intègrent les nouvelles technologies, les nouvelles préoccupations de normes liées à l'environnement. Voilà, ils se verdissent pour certains d'entre eux, mais ils se numérisent. Mais les 80% des métiers, on les connaît. Hein. Des postes qui se... Voilà, je pense que ça, c'est plus un cliché. Non, c'est bien, je pense qu'ils ont besoin des deux. Ils ont peut-être conscience qu'effectivement, il me faut une formation solide, et c'est quand même voilà, important, le diplôme, mais que ça ne suffira pas, et que je vais devoir continuer à apprendre. Et ils espèrent que le monde du travail leur permettra ça. Voilà. Et justement, en parlant monde du travail, on va passer sur la deuxième partie du baromètre qui concerne les attentes des jeunes vis-à-vis des entreprises. Et on le sait parce qu'avoir confiance dans l'avenir, ça passe aussi par cette projection de son entrée dans la vie active, finalement, et comment est-ce qu'on se voit dans sa propre insertion professionnelle. Donc on a sondé les jeunes de 15 à 20 ans sur leurs attentes vis-à-vis de leur futur emploi.
comment l'ambiance et les valeurs qu'ils estiment, quelles sont finalement l'ambiance et les valeurs qu'ils estiment attractives chez une entreprise. Des attentes qui sont autant de leviers pour les recruteurs pour attirer les futurs jeunes professionnels. Parce que là, on est quand même sur les 15-20 ans, donc pour beaucoup, ils sont encore assez jeunes. Étienne, sur cette partie du baromètre, quelles sont les attentes principales des jeunes vis-à-vis de l'entreprise? On voit que le salaire reste en tête. L'argent, les sous, être bien payé, voilà. Oui, mais c'est tout à fait, c'est raccord avec le sondage qu'on a publié il y a 2 semaines aussi sur les jeunes un peu plus adultes qui rentrent dans le monde du travail. Ils attendent d'abord une bonne rémunération, mais ça peut se comprendre. Alors, à la fois, ça vient couronner leurs compétences, leurs connaissances acquises, peut-être le diplôme, justement, qui compte quand même, c'est la reconnaissance. Et puis, un bon job, aujourd'hui, c'est peut-être un job bien payé. Pas au sens juste monétaire purement, mais la rémunération vient couronner le fait que c'est un job utile, qui a du sens pour moi, qui est utile pour la société, qui ne détruit pas trop la planète, où il y a une bonne ambiance de travail. Donc, le salaire est le reflet de tout ça, de tous ces éléments. Ensuite, il y a peut-être un élément conjoncturel, ça, on le saura peut-être plus tard, c'est, encore une fois, l'inflation, c'est nouveau pour les jeunes, ça leur fait peur. L'année dernière, ou il y a 2 ans, la rémunération, c'était à égalité avec l'ambiance de travail. Aujourd'hui, c'est la rémunération first, parce que l'inflation, quand on a notamment l'inflation des produits alimentaires, et pour les jeunes, quand on débute, c'est toujours difficile de débuter, on n'est pas toujours très très bien payé, même si il y a des bons salaires pour les jeunes diplômés à Bac+5, mais c'est juste le début. Il faut remplir le frigo, il faut pouvoir aussi continuer à vivre, voilà aussi. On sait que la sociabilité, je sais pas, aller au ciné, aller au resto, faire un concert, ça participe aussi de la réussite professionnelle, comme ça a participé de la réussite des études. Donc la rémunération, c'est peut-être lié, il y a peut-être un élément conjoncturel qui fait que c'est devenu plus important cette année. Sinon, le deuxième critère, effectivement, ça reste surtout à cet âge-là, ils sont un peu plus jeunes, entre 15 et 20 ans, travailler dans une bonne ambiance de travail, que ce soit cool, ça c'est... Voilà, et on sait aussi que ça participe de la réussite, hein, le climat social, voilà, dans une équipe, dans une entreprise en général. Et puis, ça, c'est très bien le côté, l'aspect se sentir utile, effectivement, avoir des missions utiles. Alors, j'interviewais un jeune hier, qui est jeune diplômé, et qui me disait il était plus intéressé par les PME pour avoir plus de variété des tâches et se sentir plus utile. Parce que des fois, dans les grandes entreprises, on se dit, je vais être enfermé dans un rôle où je vais faire une petite partie d'un grand tout et je vais peut-être pas voir le résultat final. Ils veulent avoir un impact presque direct sur ce qu'ils font, donc pouvoir peut-être concevoir, produire, vendre, communiquer autour de ce qu'ils ont fait. Donc c'est peut-être ça, il y a peut-être ça dans le côté se sentir utile. Voilà, je pense que... Et puis il y a quand même ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai un peu spoilé, j'en suis désolé, mais apprendre des nouvelles choses, continuer d'apprendre en fait. C'est-à-dire, et ça passe devant le temps libre ou même les responsabilités dans le travail. C'est marrant, hein, dans le sondage. Je veux apprendre de nouvelles choses, le temps libre est derrière, et prendre des responsabilités, c'est vrai. Je pense qu'il y a cette idée qui est très intéressante à creuser et qui oblige les entreprises aussi, parce qu'il va falloir qu'elles puissent aussi satisfaire cette exigence de continuer à m'apprendre, à m'enrichir soit en expertise, c'est-à-dire me faire évoluer, monter en compétences. Il faut toujours que je puisse continuer à enrichir mon portefeuille de compétences à travers mes différentes expériences, soit au sein de l'entreprise, soit à l'extérieur de l'entreprise. Voilà, soit monter en responsabilité managériale. Mais je pense que peut-être le management va avoir moins d'importance aujourd'hui. Il faut développer... il y a beaucoup de jeunes qui refusent la responsabilité managériale et qui veulent développer leur expertise, élargir leur champ de compétences et d'expertise. Ça, c'est très intéressant. Le président de la NDRH, l'association des DRH, nous le disait l'autre jour. Il va falloir que les entreprises aussi prennent en compte ce désir de gens qui auraient la capacité d'évoluer managérialement, mais qui veulent en fait développer leur expertise, leurs compétences, et ça expliquerait aussi pourquoi effectivement ils veulent continuer d'apprendre. Moi je trouve ça très encourageant. Voilà. Et puis alors juste pour terminer sur des choses qu'ils attendent des entreprises, évidemment c'est du respect, ça c'est... Alors ensuite qu'est-ce qu'on met derrière la notion de respect et de la bienveillance, voilà, donc c'est toujours un management un peu humaniste. Et il y a 2 trucs qui progressent par rapport à l'année dernière, si je ne me trompe pas Blandine, c'est l'esprit d'équipe. Voilà, ça c'est une valeur qui est en hausse de 3 points je crois.
Et alors ça, évidemment, c'est la COP27 qui a ouvert il y a 2-3 jours, qui nous rappelle à l'ordre sur la protection de l'environnement. Mais ça, effectivement, c'est quelque chose à laquelle ils sont très sensibles et qui les stresse aussi beaucoup. Hein. On a découvert cette notion d'éco-anxiété depuis quelques années, qui touche en particulier les jeunes. Effectivement, sur le respect de l'environnement, on voit cette année que c'est vraiment quelque chose qui progresse. C'est 20% des citations par rapport aux valeurs promues par les entreprises les plus attractives. C'est à 20%, donc ça progresse bien par rapport à l'an dernier. Après, c'est en 9e position. Donc il faut quand même relativiser. Ça reste quand même vraiment secondaire. Et ça vient contrecarrer une idée reçue, ce qu'on avait aussi sur le classement des entreprises préférées qu'on a publié il y a 15 jours, l'idée reçue que le critère de choix d'une boîte, dans le top 3, il y aurait la RSE ou la protection de l'environnement. Ça reste à continuer à apprendre, la rémunération, l'ambiance de travail. Voilà. Oui, le top 3, vous l'avez dit, hein, c'est vraiment le top 3 des valeurs, c'est vraiment respect, mais respect est loin devant, puisqu'on a 52% des citations. Donc vraiment sur la première marche. Après, ça va être la bienveillance. Et en 3e position, comme vous le disiez, l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, effectivement, qui progresse cette année. On voit bien, en fait, toutes les valeurs qui sont liées, on en a parlé, au bien-être dans l'entreprise, ont vraiment de l'importance, plus que tout ce qui est lié peut-être à la performance, l'efficacité, l'innovation. Ces valeurs ne sont pas du tout citées. On voit bien en ce moment le côté épanouissement personnel, équilibre vie personnelle, vie professionnelle. C'est vraiment des thématiques qui sont importantes pour les jeunes et que les entreprises vont vraiment devoir prendre en compte par rapport à la façon d'accueillir les jeunes, en fait. Merci. Merci, Léon. On passe sur la 3e partie. Parce qu'on a interrogé les jeunes sur l'impact des crises sur leurs dépenses et notamment l'impact de l'inflation sur la dépense des jeunes. Quels sont les postes de dépenses sur lesquels le contexte d'inflation a un impact sur le pouvoir d'achat en tant que lycéen ou étudiant? Et là, bon, c'est pas forcément surprenant, mais on voit, Blandine, une inquiétude assez importante par rapport à l'alimentation et les sorties. Exactement. Alors, tout à fait. Les postes de dépenses les plus touchés, en 1, l'alimentation. On est à 46% des citations. En 2, les sorties, 42%. Mais c'est suivi de très près par l'habillement, la mobilité, l'énergie. Donc, en fait, il y a quand même beaucoup de postes de dépenses qui sont concernés. On le disait tout à l'heure, hein, les jeunes sont vraiment inquiets par rapport à l'inflation. Parce que c'est nouveau pour eux, c'est ce qu'on disait, parce qu'ils ne l'ont jamais connu. Donc c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant. Ce qu'on a pu observer, c'est que globalement, les jeunes qui ont un niveau supérieur au bac sont globalement encore plus touchés que les autres par l'inflation. Effectivement, ça va être souvent des jeunes qui, pour certains, n'habitent plus chez leurs parents. Et du coup, ce sont des dépenses qu'ils vont faire potentiellement eux-mêmes. Et on voit par exemple sur l'alimentation, on a 63% des jeunes qui ont un niveau supérieur au bac qui nous disent que l'inflation a eu un impact sur leurs dépenses d'alimentation. Donc 63%, c'est énorme. Donc voilà, un résultat vraiment très, très élevé. Et justement, par rapport à ça, est-ce on sait que finalement la précarité des jeunes est très forte depuis plus de 2 ans. On l'a vu pendant la crise Covid, ça a été clairement identifié. Là, ça ressort de manière assez forte. Est-ce que, on le sait, est-ce qu'ils vont devoir être amenés à faire des choix entre, on a pu l'entendre dans les médias, entre je vais sauter un repas, je vais manger des pâtes tous les jours, je préfère rogner sur mes sorties. Est-ce qu'il y a quel type de stratégie ils vont peut-être être amenés à faire? Je me lance, c'est ça? Oui, très bien. Toi, Étienne. Je ne savais pas. Je dirais que, faut pas à ce point dramatiser. D'abord, ils ont des ressources. Alors, sauter un repas, c'est toujours triste. Il y a quand même de l'entraide générationnelle. On est dans une période, ils s'autonomisent. Donc, effectivement, quelqu'un qui quitte le foyer, il continue à être un petit peu aidé par les parents. Il va accumuler dans le budget d'un jeune. Forcément, il est fauché. Il y a un peu les parents. Il y a un peu la bourse parfois s'ils ont droit à une bourse, même s'il faudrait revoir un petit peu le montant des bourses, il y a des aides. Ils prennent aussi un job étudiant et
ils savent aussi quand même que c'est une période. Ils travaillent. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça entame leur réussite. Voilà. Mais pour faire bouillir la marmite, voilà, je pense qu'on ne va pas avoir des jeunes sous-alimentés. Il y en a quelques-uns. C'est toujours très triste. Il y a aussi un non-recours aux aides parce que c'est compliqué. C'était le témoignage un petit peu de la jeune fille à Sciences Po qui avait lancé un appel un petit peu au secours, qui contestait le montant de ses bourses. Voilà, et c'était le piège pour les jeunes, c'est l'isolement. Pour tout le monde d'ailleurs, c'est l'isolement. C'est-à-dire si je reste seul, si je m'isole, et le confinement, la crise du Covid, le télétravail à 100%, enfin, beaucoup de jeunes à l'université ont étudié chez eux, quoi, ont décroché à ce moment-là. Voilà, mais pour les besoins primaires, j'allais dire s'alimenter, se chauffer, si on reste tout seul, effectivement, il faut s'entraider. Donc on va redécouvrir les valeurs de l'entraide. Voilà, si on prend un travail, ça peut nuire aux études, mais ça permet quand même de faire bouillir un petit peu la marmite. Il y a plein de petites solutions qui sont provisoires, qui sont précaires, qui ne sont pas des bonnes solutions, mais qui sont provisoires. Il faut se dire, pour un jeune qui est en études, ça va durer qu'un temps. Ils ne vont pas s'installer. Alors, il y a une petite majorité, on le sait, on a 10% des jeunes en études supérieures qui décrochent, voilà, qui galèrent. Voilà, il y a des conditions de vie qui sont particulièrement difficiles, mais ce n'est pas l'extrême majorité. Il faut penser quand même qu'on a une énorme solidarité intergénérationnelle. Le processus d'autonomisation de la majorité des jeunes, ça va être, encore une fois, ils vont se débrouiller un peu avec l'aide que donnent un peu les parents, le petit job à côté, la bourse s'ils y ont droit. Voilà. Mais je pense que le piège, surtout dans cette période où on a vachement, encore une fois, la crise sanitaire a laissé des traces, ça peut être l'isolement. Le témoignage de la jeune fille qu'on avait l'autre jour, je pense que c'était ça. Cette personne, voilà, ses parents sont outre-mer, je crois en Guadeloupe, je ne sais plus, elle s'est renfermée, elle est isolée et elle a lancé un appel au secours sur les réseaux sociaux. Mais les vrais réseaux sociaux, c'est de l'entraide physique voilà, je pense que c'est ça. Il faut faire très très attention à ça. Voilà, mais je prie pour voilà, on ne va pas se serrer la ceinture. Il vaut mieux manger des pâtes que sauter un repas. C'est ça, c'est d'accord. Il y a toujours aussi des systèmes d'aide, des Voilà. épiceries solidaires. Il y a énormément de choses qui sont. Les étudiants sont d'une solidarité formidable. On l'a vu pendant la crise sanitaire. On a fait énormément de reportages sur ce qui se mettait en place. Voilà. Mais je pense que voilà, s'il y a un message, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, c'est ne restez pas seuls. Voilà. Le piège numéro 1, c'est l'isolement. Oui. Voilà. C'est presque un chouette mot de conclusion. Mais là, le vrai mot de conclusion avant de prendre éventuellement les questions de nos auditeurs. Blandine, on voit que la confiance dans l'avenir des jeunes semble finalement se consolider sur les 5 dernières éditions du baromètre avec une forme de stabilité. Mais le stress est là. Est-ce que vous pensez que le stress, finalement, c'est une tendance de fond et que ça peut se répéter année après année entre le contexte, la conjoncture, mais aussi finalement plus structurel? Oui, alors moi je pense qu'on peut dire en tendance de fond par rapport à ce baromètre, effectivement, leur niveau d'optimisme par rapport à leur avenir, vraiment leur avenir personnel, est relativement élevé et se stabilise par rapport à l'an dernier. En parallèle, on l'a vu, ils sont de plus en plus stressés. Et vraiment, ça augmente d'année en année et certainement, on l'a dit notamment à cause des crises. Et les différentes crises, on l'a vu aussi, ont pour le coup un impact très fort sur leur confiance en l'avenir, mais cette fois en l'avenir du monde en général. Pas leur avenir à eux, mais l'avenir du monde. C'est un impact très fort. Donc pour le coup, moi je dirais confiance en leur avenir, oui. Confiance en l'avenir du monde, par rapport à la planète, par rapport à beaucoup de choses, là c'est beaucoup plus compliqué. Et effectivement, ce niveau de stress, ça sera vraiment intéressant de voir dans un an, de pouvoir le suivre, voilà, de voir ce qui se passe en fonction du contexte dans un an. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est une tendance assez lourde, ce hausse du niveau de stress. Qui peut être positif, on l'a vu aussi, oui, en ayant vraiment en tête qu'il y a le stress positif et négatif. Comme le cholestérol, voilà. Il y a le bon stress et le mauvais stress, et voilà, faut essayer de garder que le bon. Et Étienne, par rapport aux attentes finalement des jeunes vis-à-vis de l'entreprise, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent bouger, comme on en a un petit peu parlé, l'engouement pour les questions de transition écologique? Est-ce que demain ou d'ici 4-5 ans, les questions autour de la transition écologique vont vraiment devenir centrales
matériellement? Parce que là, on voit que Oui, on a vraiment une génération, hein, c'est la génération climat, on l'appelle comme on veut. Je pense que les jeunes sont exigeants vis-à-vis des entreprises et ils ont raison de l'être. Ensuite, ça c'est très personnel, je pense qu'il faut qu'ils aillent dans l'entreprise pour éventuellement changer le système de l'intérieur. Il y a des entrepreneurs qui nous le disent, il y a des chefs d'entreprise qui nous le disent. Si les jeunes ne viennent pas chez nous, dans l'industrie, la transition écologique, on va pas la faire, on va la faire mal ou moins rapidement. Donc il faut inviter les jeunes à se former et à aller changer peut-être le système de l'intérieur, plutôt que peut-être d'être dans le mode juste protestataire où il y aura toujours, hein, de toute façon c'est nécessaire aussi d'être aiguillonné, éperonné, je ne sais pas l'adjectif qu'il faut employer. Donc les militants pour le climat, on est des activistes pour le climat bien sûr, mais c'est peut-être de l'intérieur qui pourront faire bouger le plus les choses. Donc il faut qu'ils se forment, il faut qu'ils aient des diplômes, qu'ils fassent des hautes études et qu'ils rejoignent le monde de l'entreprise et qu'ils essaient de bouleverser un petit peu les choses de l'intérieur. Voilà, ils ont toute leur place à jouer et les employeurs, enfin, les plus éclairés d'entre eux, les attendent et les réclament. Voilà, ils ont besoin d'être bousculés pour certains. Alors nous allons prendre une question qui nous est arrivée. Qu'attendent les jeunes de niveau Bac+2 au niveau de la formation, au niveau de l'animation? De l'animation dans les métiers de l'animation? Je pense, ouais. Au niveau Bac+2 dans les métiers de l'animation, je ne m'attendais pas à cette question. Alors, les métiers de l'animation recrutent. Voilà, et ils peinent à recruter. Alors, il faut savoir que c'est lié beaucoup au secteur de l'animation parce que les jobs sont souvent à temps partiel ou à horaire un petit peu. Voilà, donc on a du mal à trouver des moniteurs de colonies de vacances. On a du mal à trouver on peut faire carrière dans ces métiers, donc il y a toute une stratégie de revalorisation, comme c'est fait pour les professions de santé dans le paramédical, où les métiers de l'animation là en ce moment sont revalorisés au niveau du salaire, au niveau d'offrir des CDI à temps plein. Donc à Bac+2, vous avez il y a des boulevards qui s'ouvrent alors j'ai plus les BTS en tête, mais par exemple, mais il y a vraiment des diplômes de la jeunesse et des sports qui sont tout à fait voilà, qui manquent d'ailleurs de candidats, hein. Donc il y a vraiment des belles carrières à faire dans les métiers de l'animation, et Bac+2, Bac+3, ça suffit largement dans ces métiers, même au niveau bac, hein, je pense au BPGEPS, voilà, il y en a un peu par discipline, voilà, il y a énormément de diplômes. Il faut regarder plus peut-être sur le site du ministère de la jeunesse et des sports, où vous avez à peu près tout le répertoire des diplômes, voilà. Et puis bien sûr sur l'étudiant, on a des dossiers entiers sur les métiers de l'animation. Donc finalement, les jeunes à Bac+2 dans ce secteur-là peuvent avoir assez confiance finalement en matière de je ne dis pas qu'ils sont surformés, on ne l'est jamais assez, mais il y a de l'emploi, hein, voilà, et c'est un secteur qui a vraiment du mal à recruter. Oui. Très bien. Eh bien, c'était l'unique question que nous avons reçue lors de ce chat. Je vous remercie encore de vos interventions, de votre écoute à nos auditeurs. Et vous pourrez retrouver très très vite la vidéo de la conférence sur la chaîne YouTube de l'étudiant. Merci beaucoup et très bonne journée à tous et à tous. Merci Blandine, merci Étienne. Merci Davia. Bonne journée.